Alors, comme promis, le corrigé de Coexfin commenté. D'abord pour signaler qu'une fusion d'entreprises soulève plusieurs problématiques fiscales. La première d'entre elles, sur la problématique fiscale, et la principale surtout, est que fait-on des plus-values qui ressortent de cette fusion, puisque lorsque la fusion a lieu à leur valeur réelle, bien évidemment, les actifs du bilan vont être valorisés le plus souvent de manière différente du bilan de l'absorbé, et donc de faire ressortir des plus-values. Autre problématique, que fait-on du bénéfice d'exploitation de l'exercice durant lequel a lieu la fusion, tant pour la société absorbée que la société absorbante. Enfin, dernière problématique que nous pouvons soulever, c'est que faisons-nous éventuellement des titres qui, chez l'absorbante, n'auront peut-être plus la même valeur que chez l'absorbé, et donc seront peut-être à l'origine de plus-value pour les associés. Donc, un petit rappel, mais ça, c'est pas de la fiscalité, c'est que lorsque vous avez des sociétés qui sont sous contrôle commun, alors c'est pas de la fiscalité, mais c'est une question qui tombe très souvent lors de l'examen si jamais vous tombez sur les fusions. Donc, sous contrôle commun, société sœur, société mère, etc. À ce moment-là, les apports doivent être valorisés aux valeurs nettes comptables. En revanche, si on a des sociétés qui sont sous contrôle distinct, à ce moment-là, obligatoirement, les apports seront valorisés en valeur réelle. Lors de l'examen, on vous demandera la règle, mais si vous avez des opérations, de mon point de vue, c'est plus ce cas-là qui vous sera demandé. Il est 14 heures. Continuons notre petit tour, ce qui va nous permettre, en fait, ce questionnaire, de faire un rapide tour des problématiques que je vous exposais. Comment est imposé le bénéfice d'exploitation de l'exercice? Alors, si, quel que soit le régime, alors le régime, vous aurez compris qu'il y a deux régimes si vous avez lu Montpellier. Il y a le régime de droit commun et le régime de faveur concernant la fusion. Il est évident que le régime de faveur est essentiel à la bonne réalisation d'une fusion. Donc, quel que soit le régime, on a une imposition immédiate chez l'absorbé au taux de droit commun du bénéfice réalisé entre l'ouverture de l'exercice et la date de fusion. Pour pallier ce problème, on va pouvoir conclure, mais on y reviendra plus tard, une fusion avec effet rétroactif. Donc, quelle est la nature court terme ou long terme? Là, pas de problème particulier. Ce sont les règles des plus ou moins de values à l'IS. Donc, si vous connaissez vos règles, vous savez répondre à ça sans aucun problème. Comment sont imposées les plus-values nettes de fusion sur les éléments amortissables? Alors, c'est là que soit on a le régime de droit commun, soit on a le régime de faveur, et que le régime de droit commun, vous allez vite le comprendre, c'est un élément qui va bloquer la fusion. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le régime de faveur, puisque dans le régime de droit commun, on a une imposition immédiate chez l'absorbé, et elles seront comprises dans l'IS au taux de droit commun. Autant vous dire que selon les plus-values d'apport, c'est complètement rédhibitoire en termes de fusion. En revanche, si on est dans le régime de faveur, et ça par contre, encore une fois, question d'examen, exonéré chez l'absorbé et imposition chez l'absorbante. Alors, on verra après au cours de l'exercice cette possibilité d'étalement. Comment sont imposées les plus-values nettes sur éléments non amortissables? Toujours pareil, sans régime de faveur. Et avec régime de faveur, on est toujours dans de l'exonération chez l'absorbé, mais également une exonération chez l'absorbante. En revanche, c'est un régime intercalaire, puisque si l'absorbante calcule des plus ou moins de values de cession, on calculera cette valeur par rapport à la valeur d'origine que le bien avait chez l'absorbé, c'est-à-dire qu'on rattrapera la plus-value à ce moment-là. Les provisions devenues sans objet doivent être reprises et imposées chez l'absorbé. Ça me semble évident. Comment sont imposées les provisions qui conservent en revanche leur objet?
Si on n'est pas dans le régime de faveur imposable directement chez l'absorbé, encore une fois, c'est pas trop glamour. En revanche, si on est dans le régime de faveur et qu'elles sont reprises au bilan de l'absorbante, à ce moment-là, on parlera de période intercalaire, il n'y aura pas d'imposition. Enfin, sur les éléments d'actifs circulants, et on parlera notamment des stocks, donc imposition chez l'absorbé immédiatement dans le régime de droit commun, et dans le régime de faveur, toujours la même chose, exonéré chez l'absorbante. Après, chez l'absorbante, 2 cas. Premier cas, si la comptabilisation pour la valeur fiscale de ces éléments est faite à la valeur fiscale de ces éléments, le profit est imposé chez l'absorbante lors de la cession des éléments en cause, donc à la sortie des stocks de l'absorbante. Donc pas de problème particulier. En revanche, si on a une comptabilisation à la valeur d'apport, ce profit est taxable immédiatement chez l'absorbante au titre de l'exercice de fusion. Si on voit maintenant sur l'exercice Coexfin à proprement parler, donc on avait la problématique que Coexfin en fait a un déficit. Donc je vous laisse étudier si vous avez fait juste la période du déficit, mais il s'avère que ce déficit, si on ne fait pas d'effet rétroactif, il sera perdu, puisque je ne pourrai pas le reporter, puisque la société n'existera plus, je ne pourrai pas le reporter en avant, mais je ne pourrai pas non plus le reporter en arrière. Donc pareil pour la petite moins-value de long terme qui apparaît. Donc évidemment, cette solution-là est complètement idiote. Il convient en fait d'adopter cette mesure-là, c'est-à-dire de donner un effet rétroactif à cette fusion au 1er janvier. Ainsi, alors ça, je veux que vous connaissiez par cœur ce terme-là, période intercalaire, serait compensée avec les résultats fiscaux de N de la société absorbante. Donc, je m'explique, la société absorbante a son résultat, il est positif, la société absorbée a un résultat, il est négatif. Comme on estime que la fusion est réputée avoir commencé au 1er janvier, c'est ce qu'on appelle l'effet rétroactif. À ce moment-là, bien, le résultat négatif va se compenser avec le résultat positif et donc va faire diminuer l'imposition globale de l'entreprise. Alors, je vous engage à lire cette petite partie-là qui est exemplifiée. Question d'examen, c'est-à-dire l'effet rétroactif, si vous tombez sur les fusions, c'est sûr, vous l'aurez. Mais en termes de date, vous avez cette explication-là qui est plutôt pas mal faite, où on vous explique qu'on ne peut pas remonter l'effet rétroactif, que le plus tard dans lequel on peut remonter fiscalement, c'est la date d'ouverture de la société absorbante et pas de la société absorbée. Donc en fait ici, la partie du déficit qui sera générée du 1er septembre au 31 décembre, elle sera perdue. Alors, ceci étant dit, c'est anecdotique parce que la plupart des sociétés ouvrent et clôturent au 1er janvier, c'est quand même une majorité de sociétés. Continuons. Sur toujours des questions d'examen, ça c'est vraiment la partie court et pas court, court appliqué, donc qui est très facile à poser lors de l'examen, à savoir les déficits de la société absorbée peuvent-ils être transférés à la société absorbante. Pendant des années, ça n'a pas été le cas. Donc on avait des reports à nouveau négatifs, et alors qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce qu'on appelle une fusion à l'envers, c'est-à-dire que c'est la société la plus petite qui avait les déficits qui absorbait la société la plus grosse qui allait être en bénéfice, de manière à continuer à bénéficier des déficits et du report des déficits en avant. Or, aujourd'hui, ce transfert est possible. Alors je dis aujourd'hui, je crois que c'est depuis 2012. Oui, c'est ça, depuis 2012. Donc, ce transfert est possible lorsqu'un agrément spécial est délivré par l'administration fiscale. Je vais vous demander de connaître par cœur les situations de cet agrément. Qui délivre l'agrément? Le directeur des services fiscaux pour la société absorbante, etc. Et pour les sociétés très grosses, le ministre du budget. Ça, par contre, c'est assez anecdotique. Je poursuis toujours. Ici, vous aviez un calcul qui était à faire des plus et moins values. Alors là, rien d'exceptionnel. C'est pareil que si vous aviez calculé des cessions.
Donc, vous avez simplement des valeurs au bilan, des valeurs d'apport, et la plus ou moins value va être calculée entre la différence et les valeurs au bilan et les valeurs d'apport. Je vous rappelle que tout ce qui est amortissable à l'IS, c'est du court terme, que les titres de participation sont du long terme si jamais ils sont détenus depuis plus de 2 ans. Voilà quoi, pas grand chose à signaler pour ce calcul de tableau. Évidemment, là il n'y a rien, puisque tous les éléments amortissables, il n'y a jamais de long terme à l'IS. Donc ça, je vous demande de revoir votre cours de DCG. Rien de bien exceptionnel. C'est pas sur ça qu'on va vous interroger. On peut tout à fait vous donner une plus-value déjà calculée et vous demander, mais que va-t-on en faire? Donc globalement, c'est pas cette première question qui va être intéressante, c'est celle-ci, les plus-values sur éléments amortissables. Donc ici, comme on est dans le régime de faveur, elles vont être exonérées chez l'absorbé et imposées chez l'absorbante, avec un étalement de 15 ans possible pour les constructions et 5 ans pour les autres éléments. C'est ça qu'il faudra répondre. Donc les calculs, je vous laisse analyser. C'est par 15e et par 5e de l'imposition. Pareil pour la provision pour impôt, qui n'est pas fiscalement déductible. Donc, même petit calcul de ce point de vue-là. Alors, une provision pour impôt, je vous rappelle que c'est quand on sait qu'on va avoir un impôt à régler, comptablement on fait une provision pour impôt, mais fiscalement, la provision pour impôt n'est jamais déductible puisque vous réduiriez la base de calcul de l'impôt de cet impôt proprement parlé. Donc c'est complètement, évidemment, à proscrire et c'est complètement idiot de penser qu'il est possible de le faire. Donc, en revanche, sur les stocks, il va y avoir une imposition immédiate, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, exonéré chez l'absorbé et imposé chez l'absorbante. Concernant la revente des titres, donc des éléments non amortissables, c'est là que, en fait, vous allez calculer par rapport à la valeur d'origine chez l'absorbé, et donc le fait de calculer par la valeur d'origine chez l'absorbé, eh bien vous rattrapez en fait en quelque sorte la plus-value qui n'a pas été imposée lors de la fusion. On poursuit les conséquences fiscales pour s'installe de l'action d'échange contre les actions fines. Alors la plus-value résultant de cet échange est neutralisée fiscalement lors de la fusion, qu'elle soit pour laquelle les titres sont... Cette plus-value est comprise dans le résultat au cours duquel les titres de la sortante sont cédés par s'installe. Ce régime est applicable quel que soit le régime de la fusion, c'est ça que vous devez savoir. S'agissant de l'application du régime Murphy, le délai de 2 ans nécessaire pour ce régime soit applicable aux dividendes perçus, mais ça on l'avait déjà vu en fait quand on avait fait les cas version jardin. Ainsi, le régime Murphy appliqué aux dividendes de Coex chez S'installe n'est pas remis en cause si les sites sont cédés plus de 2 ans après l'acquisition des titres Coex. Donc, rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qui reste à voir? Oui, le montant des droits d'enregistrement. Bon, c'est enregistré gratuitement depuis 2019, donc ça à savoir, comme c'est depuis 2019, éventuellement on peut vous poser la question pour voir si vous avez fait votre veille fiscale. Voilà pour ce corrigé commenté, j'espère qu'il vous aura été utile et que vous avez fait le travail tel que je vous l'ai demandé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de confinement, enfin une bonne poursuite de confinement, et j'espère vous retrouver très vite.